Voilà, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Olivier Thomine du CEA qui va nous parler de Epidemap, donc une approche individu centrée couplée à la répartition démographique pour l'étude de la propagation d'épidémies. Olivier, à toi. Bien, merci à tous. Donc oui, effectivement, comme vous l'avez dit, je vais vous présenter vite fait les modèles qu'on a implémentés dans Epidemap, donc qui est un gros code de calcul en fait qui permet de faire une approche individu centrée couplée à une répartition démographique, donc pour l'étude de la propagation d'épidémies. Donc là en particulier, surtout sur le Covid-19 évidemment. Donc le plan, il va être assez simple. En gros, une phase d'introduction qui va être extrêmement courte parce que le contexte, je pense qu'il est assez connu quand même. Une partie sur les modèles qui ont été implémentés. Donc les trois grosses familles de modèles, donc une de répartition, une de mobilité et une d'interaction, une modèle épidémique. Ensuite, les résultats. Alors des résultats qui sont démonstratifs, hein, qui n'ont pas valeur à être interprétés, mais des résultats de ce qu'on peut obtenir en fait avec ce type d'approche et les perspectives, donc ce sur quoi on est en train de travailler actuellement pour aller un peu plus loin, quoi. Donc, depuis l'apparition de la Covid-19, en fait, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés pour réussir à essayer de comprendre la dynamique de la propagation de l'épidémie, de comprendre ses caractéristiques, et essayer de déterminer les meilleures choses stratégiques à effectuer pour réussir à garder l'épidémie sous contrôle, à essayer d'alléger un peu l'encombrement des services hospitaliers. Ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des modèles utilisés sont des modèles compartimentés type SIR, SEIR, donc qui sont des modèles qui sont utilisés un peu partout. Il y a quelques modèles multi-agents qui existent, mais comme tout modèle multi-agent, en fait, on a la problématique de la vitesse de calcul, parce que c'est des codes qui sont extrêmement gourmands. Et l'autre point qu'il faut noter, c'est que la plupart des systèmes multi-agents qui existent actuellement ne prennent pas ou grossièrement en compte la répartition démographique. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir beaucoup d'agents qui vont interagir entre eux, suivant un graphe qui va être généré, mais ce graphe n'est pas forcément représentatif de la topologie d'une démographie. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de croiser une approche multi-agent. Donc quand je dis fortement optimisée, c'est-à-dire qu'elle est massivement parallèle, pour essayer de prendre en compte la répartition démographique et la mobilité des gens. L'objectif in fine, c'est de tester plusieurs scénarios, donc par exemple faire confinements locaux, voir l'impact des gestes barrières, voir le taux de remplissage des hôpitaux, etc. Pour essayer justement de trouver les meilleures stratégies possibles pour réussir à essayer de maîtriser tout ça. Donc, en termes de modèle, alors le système multi-agent tel qu'il était fait, il se présente de la manière suivante. En gros, un agent va posséder donc 4 caractéristiques principales. Son adresse, alors quand je dis son adresse, c'est sa localisation dans un bâtiment donné, donc la ville, la région et le département où il est, son âge, ses habitudes de mobilité, donc là où il va se rendre de manière quotidienne, et son état de santé. Donc en gros, on va le voir plus tard, mais l'état de santé, ça revient un peu à connaître là où il se positionne dans un SIR donné. Donc ce système multi-agent, on va avoir 3 gros modèles qui vont être par-dessus. On va avoir le modèle de répartition démographique, en haut à droite, le modèle de mobilité et d'interaction sociale, qui est en bas à droite, et le modèle d'épidémio. Le modèle d'épidémio étant le modèle qui permet de savoir la manière dont la maladie va évoluer chez une personne qui a été infectée. Donc à noter qu'il s'agit bien d'un jumeau numérique de la population française et non pas de la population elle-même. Le but étant d'essayer de générer une population virtuelle qui a les mêmes caractéristiques statistiques que la population française en général. Donc évidemment, on va avoir un agent par habitant. La répartition démographique va être basée sur la donnée de l'INSEE, donc ça on va le voir par la suite. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir un système multi-agent qui arrive à avoir des propriétés en termes d'âge, de mobilité et de répartition qui sont les plus proches possibles en fait, de celles de la population. Donc en termes de répartition démographique, alors comment on a fait? Là, ça devient assez... ça a été beaucoup de travail. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les bases de données OpenStreetMap de la France. C'est une base de données qui fait de l'ordre de 80 gigas, donc qui est quand même assez consistante. De cette base de données-là, on a fait une extraction de la totalité des bâtiments qui sont recensés. Alors ça a été un travail de longue haleine, mais ça a été fait. Une fois qu'on a ces bâtiments-là, on va croiser la position des bâtiments avec les frontières. Alors quand je dis les frontières, c'est les frontières dans le sens large. Ça peut être les frontières de communes, de départements, de régions ou de la France. Donc en fait, tous les types de frontières qu'on a, on va croiser ça avec les bâtiments pour savoir où se trouve chaque bâtiment qu'on a extrait.
Une fois qu'on a fait ça, on va recroiser le résultat de ce croisement avec la densité démographique telle que fournie par l'INSEE. Donc c'est le recensement de 2016, je crois que j'avais utilisé. Donc il n'est pas forcément très éloigné de celui de 2020, bon, à quelques pourcents près. Mais ça nous permet de savoir dans une commune combien d'habitants il y a, et connaissant les bâtiments qu'il y a dans cette commune, par la suite, c'est ce que je vais vous montrer, on va répartir les gens dans ces bâtiments-là. Une fois qu'on a la densité démographique de chaque commune et les bâtiments qui sont dans chaque commune, on va attribuer à chaque agent un âge, donc tiré aléatoirement, mais qui suit une loi caractéristique de la pyramide des âges. Donc en gros, l'âge, la distribution de l'âge des agents, une fois fait, suit à très peu de pourcents près la pyramide des âges telle que référencée par l'INSEE. Une fois qu'on a ça, on a la répartition géographique des agents et on a la propriété. Donc quand je dis propriété, en l'occurrence c'est l'âge, mais on peut en mettre d'autres. On peut par exemple les rendre fumeurs si on veut, de tous les agents. Alors, là où il y a eu beaucoup de travail d'effectuer, c'est justement sur cette notion de croisement de base de données. Parce que OpenStreetMap, c'est bien, c'est extrêmement complet, c'est beaucoup plus complet que Google, il y a 100 communes mesures. Je vous ai donné un exemple, là, à gauche, on a typiquement un morceau d'OpenStreetMap, je crois que c'est sur Châtillon, enfin peu importe, où on voit la totalité de la base de données à cet endroit-là. Donc on a tous les bâtiments, toutes les routes, on a même les arbres et les bancs publics, enfin on a vraiment la totale. Donc l'objectif, c'est d'extraire uniquement ce qui nous intéresse de ça, donc à savoir les bâtiments. Donc les bâtiments qui sont recensés sur OpenStreetMap, on est de l'ordre de 50 millions à peu près, ce qui représente une quantité de données à gérer en termes ne serait-ce que de points qui atteint les centaines de millions sans aucun problème. Et l'objectif, ça va être d'extraire uniquement les bâtiments. Donc c'est ce qu'on va voir en bas à droite. On va extraire, par exemple, pour Paris, tous les bâtiments recensés sur OpenStreetMap. Donc là, par exemple, on voit le bois de Boulogne, où il n'y en a quasiment pas. On voit les gros bâtiments en bas à droite, là, par exemple, le Zénith. Les cimetières où il n'y a rien. Enfin, bon, on a vraiment tout. Une fois qu'on a ça, une des premières étapes, c'est de déterminer la surface des bâtiments. Donc on va voir par la suite pourquoi. Donc ça, c'est de la géométrie élémentaire, mais à coder sur des volumes pareils, je peux vous garantir que ça a vite été extrêmement compliqué. Mais ça marche bien. Et une fois cette étape d'extraction des bâtiments faite, on les croise avec les frontières dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit, c'est les différentes frontières, donc de communes à gauche, de départements au milieu, de régions à droite, ce qui donne des polygones, enfin pas mal de polygones quand même. Donc les communes, il y en a 35 460, donc ça c'est logique. Bon, les départements, me direz-vous, il n'y en a pas 272. Alors effectivement, il n'y en a pas 272. La raison pour laquelle on a plus de polygones que de départements, c'est qu'il y a des départements qui possèdent plusieurs polygones. Typiquement au Finistère, il y a plein de petites îles, par exemple, ou vers Marseille. Et donc du coup, on se retrouve avec un département qui a plusieurs polygones. Donc il faut réussir à croiser tout ça pour savoir exactement dans quel département se trouve un polygone, c'est-à-dire un bâtiment initial. Donc une fois qu'on a extrait tous ces bâtiments-là, on va récupérer le type de bâtiment dont il s'agit. Donc, OpenStreetMap a la bonne idée de nous donner le type d'utilisation des bâtiments, donc que ce soit commercial, résidentiel. Donc, il y a les hôpitaux, les écoles, les gares, les aéroports. Alors, je peux en faire un listing exhaustif, il y en a un très très grand nombre de types. Alors, à noter qu'on ne peut pas aller trop dans le détail non plus. La raison est la suivante, c'est que si on prend par exemple Paris, pas pour faire de l'égocentrisme, si on prend les bâtiments de Paris, la plupart des bâtiments des grandes villes sont des bâtiments à destination et commerciaux et résidentiels. Donc si on exclut les bâtiments commerciaux, on se retrouve avec des centres-villes vides. Donc il y a eu tout un tas de choses à faire en fait pour réussir à gérer ça et réussir à avoir une répartition de la démographie qui était à peu près fidèle à ce à quoi on s'attendait. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a tous ces bâtiments-là et qu'on sait dans quelles communes ils sont, on récupère la démographie des communes des bases de données de l'INSEE et on va répartir les habitants de chaque commune au prorata de la surface des bâtiments. Donc ça, c'était alors on l'a fait au prorata de la surface, la raison étant qu'a priori, c'était la meilleure métrique en fait, à utiliser pour cette répartition-là. Donc ça, c'était un institut de physique théorique en fait, qui nous avait expliqué. Ils ont sorti un énorme bouquin sur ce genre de sujet. Il s'est avéré qu'a priori, la surface était le paramètre le plus pertinent. Donc là, ce qu'on voit à droite, par exemple, c'est la répartition en nombre d'habitants dans tous les bâtiments de Paris. Alors, juste pour vous rendre compte, là, l'image que vous avez à droite, il y a à peu près 400 000 bâtiments, quoi. Juste pour Paris, sachant que ça, c'est fait pour la totalité du territoire.
Ensuite vient le modèle de la mobilité de population. Alors ce modèle-là, il était un peu plus technique à mettre en place. Donc, on s'est référé à une étude de mobilité, donc la référence est en bas là, sur Royal Society Interface, qui expliquait que grosso modo, les gens avaient par habitude par jour de fréquenter 1 à 2 bâtiments pour la grande majorité et une plus grande minorité allait 3, 4, voire 5 bâtiments par jour. Donc, on s'est fixé en période normale, donc hors confinement, on a généralisé ça en disant que tout le monde allait fréquenter 2 bâtiments par jour. Bon, ce qui est un choix assumé. En l'occurrence, après, bon, dans le futur, on pourra peut-être changer ça pour essayer de suivre exactement cette loi-là. Bon, le fait est que là, dans toutes les simulations qui vont suivre, on s'est fixé à 2, ce qui peut paraître assez raisonnable. Concernant les distances parcourues par les individus, alors ça a été assez compliqué aussi. On a récupéré les statistiques de l'INSEE sur les distances que les gens parcourent tous les jours pour aller au travail. Donc, vous avez les chiffres à droite. Une petite régression rapide nous a montré que d'une log norme en fait avec un écart à 0,88 et un mu à 2, ça donne des résultats extrêmement proches, suffisamment pour être satisfaisant. Ce qui nous intéressait surtout, c'était d'avoir la bonne proportion de gens qui faisaient plus de 100 km par jour, parce que mine de rien, sur la propagation d'une épidémie, les gens qui font des trajets longue distance sont a priori les vecteurs les plus grands pour étaler les contagions. Donc, on est parti sur cette loi-là, qui paraît assez fidèle en fait à ce qui nous a été donné par l'INSEE. Et une fois qu'on a ces distances, eh bien, ce qu'on va faire, donc là c'est pareil, hein, ça paraît très simple, mais coder sur des volumes pareils, je vous assure que ça devient assez vite merdique. Là par exemple, si on prend une personne sur l'île de la Cité qui doit se déplacer de 2 km pour prendre un bâtiment, donc là ce que vous avez en rouge, c'est la totalité des bâtiments qui sont situés à 2 km du lieu de résidence de la personne qu'on considère. Donc là, en l'occurrence, il y en a un peu plus de 400. Et sur tous ces bâtiments-là, on va considérer qu'il va s'y rendre tous les jours. Et pour sélectionner ce bâtiment, on va faire un tirage au prorata de la surface de tous les bâtiments qui sont à cette distance. Donc là, ce qu'on a à droite, c'est la fonction cumulative des distances de tous les bâtiments en rouge. Donc normalisé, évidemment. Et avec un petit tirage aléatoire bien comme il faut, on va réussir à trouver le bâtiment pour que statistiquement, les bâtiments dont la surface est la plus grande aient plus de chances de recevoir des gens que ceux dont la surface est la plus petite qu'on peut avoir ici pardon. En gros, plus c'est plat et plus les surfaces sont faibles. Donc c'est assez simpliste, qui marche pas mal. Donc au cas où, j'ai quand même rajouté un paramètre gamma ici, qui permet de faire ça au prorata, alors pas forcément de la surface, mais de la surface puissance quelque chose. Donc en gros, on peut très bien faire une approche clinique ou volumique. Enfin bon, après, on peut s'amuser. Là, de toute façon, sur toutes les études qui ont été faites, c'est pareil. On a considéré que c'était la surface qui comptait. Parce qu'a priori, c'est ce qu'on observe en termes de déplacement. Donc, on s'est basé là-dessus. C'est juste un paramètre au cas où un jour, on pourrait faire une étude de sensibilité avec. Mais là, pour le moment, on prend gamma égale 1 et puis on se fixe à ça. Concernant les interactions sociales et le modèle épidémique. Alors, toutes les personnes, une fois qu'elles connaissent les bâtiments dans lesquels elles vont aller, vont interagir avec les gens qui sont dans ces bâtiments ou qui s'y rendent. Donc à gauche, ce qu'on a, c'est l'interaction inter-individu, inter-agent, intra-bâtiment, c'est-à-dire dans le lieu de résidence. C'est-à-dire que chez eux, les gens vont croiser d'autres personnes, ce qui est logique. Et lorsqu'ils vont se déplacer dans un autre bâtiment, ils vont croiser les autres personnes qui se déplacent dans le même bâtiment. Donc ce qu'on a à droite. D'où les flèches noires là en bas, c'est-à-dire que toutes les personnes, en gros la personne bleue ici, donc le bâtiment 1 c'est son lieu de résidence, va aller dans le bâtiment 2, donc un de ces bâtiments de destination, et va croiser de manière aléatoire plusieurs autres personnes qui viennent d'ailleurs et qui se rendent dans le même bâtiment. Donc ça, les interactions ici, donc je les ai fait de manière assez simpliste, hein. C'est vraiment une matrice d'interaction complètement aléatoire, donc elle est majorée quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même un nombre max d'interactions par jour et par bâtiment, ce qui peut paraître assez logique, hein. Si vous allez, je sais pas, si vous allez à un concert, chaque personne ne va pas croiser toutes les autres personnes, ce qui peut paraître assez logique. Donc en fait, il y a vraiment une majoration en fait, du nombre de personnes que vous pouvez croiser qui est de l'ordre de 20 ou 30, je crois, par bâtiment et par déplacement. Donc une fois que ces gens vont entrer en interaction, on va rajouter sur chaque agent un modèle épidémique, donc un modèle assez simpliste mais assez utilisé, donc modèle joué je cite, mais ma foi très efficace, qui est issu de Sophoné et Alison, qui font partie de l'équipe d'épidémie de Montpellier. En fait, ce modèle-là, alors c'est une approche SIR. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que cette approche-là, on va la retourner dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de savoir combien de personnes sont dans chaque case,
Pour chaque individu, on va savoir dans quelle case elle est. Donc ça demande un petit peu de gymnastique mathématique, en particulier là, pour les probabilités de changement de compartiment. Mais en gros, chaque personne va se voir attribuer une probabilité de passer d'un bloc à un autre, va voir sa maladie évoluer jusqu'au moment où il sort de réanimation, donc pour ceux qui sont en réanimation, vers une guérison ou vers un décès. Ou ils sont asymptomatiques ou pas graves, et dans ce cas-là, ils vont rester dans les zones à part. Donc en fait, c'est vraiment un modèle SIR classique qu'on a pris, c'est juste qu'on l'a modifié pour réussir à l'adapter pour avoir une approche individu-centrée et non pas globalisée, enfin moyenne. Donc une fois qu'on a ça, on a déterminé le risque de criticité en fait, de l'infection, le TTI, en proportion de cas critiques, en fonction de l'âge, grâce à l'IFR en fonction de l'âge. Donc en fait, connaissant l'un et connaissant MUI, on peut remonter à l'autre. Donc du coup, une fois qu'une personne est infectée, on peut savoir en fonction de son âge la probabilité que ça soit un cas critique ou pas. Et après, on laisse évoluer en fonction de tous les paramètres en fait, qui sont notés ici avec les références biblio qui sont en dessous, pour savoir comment la maladie va évoluer chez lui. Le point principal qu'il faut noter aussi sur ce qu'on a fait comme approche, c'est que là, on a le modèle SIR qui est donc basé sur ce qu'utilise Montpellier, entre autres. Mais par contre, là où il y a un point très intéressant dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi, par interaction sociale, en fait, on va avoir une probabilité qu'une personne contaminée contamine une personne saine qui est en face de lui. Donc, ça rajoute un paramètre dans ce modèle-là. Le problème qu'on a eu, c'était de l'estimer, ce paramètre. Alors, on a distingué, en gros, par interaction sociale, la probabilité qu'une personne contaminée émette le virus de la probabilité qu'une personne non contaminée le reçoive. Donc là, pour toute la suite des études, j'ai considéré qu'elles étaient égales. Alors en soi, ça ne change pas grand-chose sur le résultat. Pourquoi? Parce que la probabilité de contagion d'une personne à l'autre, c'est le produit des deux. Donc qu'elle soit égale ou pas, finalement, c'est le produit des deux qui importe. De toute façon, c'est le produit des deux que j'ai déterminé par régression. Multiplié par une fonction qui est en bas ici, qui est le degré de contagiosité d'une personne contaminée en fonction du temps. Donc, en gros, une personne qui vient d'être contaminée et qui n'est pas contagieuse, cette fonction-là va être nulle, donc il n'y a aucune chance qu'elle contamine qui que ce soit. Par contre, au plus fort de la contagiosité, donc là où la charge virale est la plus grande, on va multiplier par ces deux coefficients-là pour savoir si une personne saine qui se trouve en face de lui va être contaminée ou pas. Alors, le point qui est intéressant, c'est qu'une approche comme celle-là, on peut distinguer la probabilité d'émission et de réception en fonction de l'application des gestes barrières ou pas. Donc là, j'ai spoilé, hein, j'ai mis directement le résultat qu'on avait obtenu après un mois de boulot, parce que mine de rien, c'est très compliqué à faire une régression là-dessus. Entre autres parce qu'il y a un bruit énorme en fait sur les résultats, ce qui est assez normal. Et en fait, on se retrouve avec une probabilité en gros de transmission de l'un à l'autre hors habitation. Donc, entre parenthèses, c'est chez soi et le chiffre en gros là, c'est en dehors. De 26% au carré, du coup, parce qu'on a la probabilité que c'est le produit des deux, et 18% au carré en utilisant le geste de barrière. Donc, ce que je vous ai mis à droite, c'est pour vous montrer à quel point la régression était complexe. Alors, on avait des problèmes, entre autres, de calage temporel, parce que typiquement, lorsqu'on fait un modèle individu centré comme celui-là, en fait, la probabilité que l'épidémie parte à un certain moment, c'est extrêmement bruité, ça peut varier. Donc, il y a eu tout un travail de fait pour recaler les courbes, pour essayer de savoir si on avait la bonne dynamique. Et à gauche, ce que vous avez, c'est une métrique en fait de régression qui était assez sensible, qui nous a permis d'obtenir ces résultats-là et qui fit mine de rien pas mal. Et là, en bas à droite, c'est en gros, alors c'est pas le résultat final, mais c'est un des résultats qu'on avait pendant la régression pour essayer de voir à peu près comment est-ce qu'on pouvait faire fitter avec le confinement, là, la courbe qui descend. Et avant le confinement, ce qu'on obtenait justement en essayant de déterminer ce paramètre-là, là en dessous, du paramètre au-dessus. Alors l'intérêt de faire une approche comme ça, c'est qu'après, on peut s'amuser à mettre une proportion de gens qui respectent les gestes barrières. Donc, on peut très bien avoir un pourcentage de gens qui ne l'appliquent pas et qui sont contagieuses à gauche, et des gens qui ne l'ont pas et qui le respectent à droite. Étant donné qu'on connaît les probabilités d'émission et de réception, à partir de là, en fait, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Donc, on peut très bien dire que 90% le respectent, que 10% le respectent. Enfin, on fait absolument tout ce qu'on veut avec une approche comme celle-là. L'autre intérêt de cette approche, c'est de rendre le modèle épidémique complètement indépendant de tout le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramètres dans le SIR à faire varier en fonction du temps. C'est-à-dire que la probabilité de gravité, d'évolution critique de la maladie reste la même tout le temps. Les probabilités de décès, tout ça, ça reste constant. Après, si on veut s'amuser à les faire changer, on peut toujours. Mais si vous voulez, ça nous permet de découpler en fait, les problématiques clairement de modélisation au sein de l'évolution de la maladie du comportement des gens et des mesures qui sont prises.
Donc en termes de résultats, donc là je vous fais état des résultats au 11 mai. Alors c'était des résultats qui avaient été faits pendant le confinement, donc je les avais tirés le 7 mai je crois. Ces résultats-là, en fait, il a fallu faire un certain nombre d'hypothèses, principalement sur la mobilité des gens, parce que finalement c'est une des seules choses qu'on ne connaissait pas pendant le confinement, c'est la manière dont les gens bougeaient, où est-ce qu'ils allaient et qui ils voyaient. Donc on connaît la mobilité des gens hors confinement, ce que je vous ai montré au-dessus. Par contre, en confinement, c'était un peu au doigt mouillé. On a considéré qu'en gros, on divisait par 20 les distances. Alors pourquoi diviser par 20? C'est pas non plus complètement aléatoire. C'est qu'en divisant par 20, on obtenait une distance qui était majorée par à peu près 1 kilomètre, ce qui était la limite de ce qui était préconisé, on va dire, par le gouvernement à ce moment-là. Donc ça nous permettait d'avoir un déplacement qui était inférieur à 1 kilomètre et qui oscillait grosso modo entre 300 et 500 mètres voilà, pour la majorité des gens. Tronqué à 1000 km, pourquoi? Parce que comme tout événement rare qui se respecte, ça reste une norme. Donc il existe des gens, même s'ils sont extrêmement rares, qui pendant le confinement ont parcouru beaucoup de distances. On pourra trouver des exemples, chauffeurs de, enfin, je sais pas, pilote d'avion ou autre. Mais bon, ça existe et du coup c'est forcément pris en compte aussi parce que rien n'exclut qu'un pilote d'avion n'emmène pas le virus d'un point A à un point B en traversant toute la France, malgré le confinement. Ce qui s'est d'ailleurs passé entre la Chine et la France. Donc pour toutes les simulations qui suivent, initialement j'ai mis 15 contaminés, donc 5 à Beauvais, 5 à Paris et 5 à Mulhouse. Alors pourquoi ces 3 endroits-là? Parce que c'était les 3 premières zones qui avaient été vues comme étant des clusters. Beauvais, c'était les militaires qui étaient revenus. Paris, il y avait une personne, le premier hospitalisé, et puis Mulhouse, il y a eu le rassemblement qu'on connaît. Pareil, j'en ai mis 15. Pourquoi 15? Parce que si j'en mettais moins, il y a des simulations où en fait l'épidémie, sur 3 clusters, il y en a un par exemple qui ne va pas partir, ce qui peut arriver. C'est-à-dire que les gens se déplaçant, finalement, vont peut-être en contaminer quelques-uns d'autres, mais l'épidémie localement va s'éteindre. Et on se retrouve avec 2 clusters au lieu de 3, et du coup, ça fausse absolument toute la dynamique qui suit. Donc j'en ai mis 15 parce que 15, ça, a priori, de ce que j'en ai vu, il n'y a aucun cluster qui s'éteint dans toutes les simulations qu'on a faites. Donc, lors du confinement, on a réduit le nombre de bâtiments visités de 2 à 1. Bon, alors pourquoi 2 à 1 et pas 0,5? Parce que tel que je l'ai implémenté, pour l'instant, je ne peux pas faire de distinguo du nombre pour chaque personne. Donc ça, c'est envisagé, mais ce n'est pas encore fait. Et j'ai fait appliquer les gestes barrières à partir du 8 mars. Alors le 8 mars, c'est au moment des toutes premières mesures qui ont été prises. Alors c'était pas le confinement, mais c'était la réduction des rassemblements de 2000 personnes. Ensuite, il y a eu le rassemblement de 1000 personnes, ensuite 50, 20, et puis après, il y a eu le confinement. Donc j'insiste sur le fait que toutes les simules qui sont montrées là sont juste démonstratrices, c'est-à-dire vraiment le but c'est d'essayer de comprendre la dynamique d'une épidémie comme celle-là. C'est pas du tout, faut pas tirer de conclusion sur le fait que tiens, si on voit une deuxième vague sur les simulations, c'est-à-dire qu'il y en aura une deuxième. Enfin, voilà, c'est vraiment, faut vraiment être très clair avec ça. Donc, concernant au 11 mai, les résultats qu'on avait eus, on avait, donc en haut à gauche, qu'on voit, c'est le nombre de réa. Donc là, en fait, on a fait une centaine de simulations, donc c'est en échelle log. Et sur la centaine, du coup, on avait tiré le 5,95 et on a tiré la moyenne. Et on a comparé la moyenne avec les données qui nous avaient été données d'entrée en réa par datagouv.fr. Et du coup, on s'aperçoit que là, avec ce qu'on avait mis en termes, c'est surtout la probabilité d'émission-réception du virus en fait, qui joue, on obtenait une dynamique qui était quand même très bonne. Donc, à savoir qu'avant le confinement, ça nous permettait d'obtenir la probabilité d'émission-réception sans geste barrière et pendant le confinement avec. Voilà, une fois qu'on avait ces deux-là, après, on pouvait jouer avec, on pouvait faire ce qu'on voulait. En dessous, ce qui est intéressant, c'est la simulation, la récupération du R2T. Parce que le R2T, du coup, dans notre cas, on peut le déterminer de manière exacte. C'est-à-dire que chaque personne qui était contaminée, on peut savoir combien d'autres elle en a contaminé. Donc, on peut sortir même une distribution de R2T, en fait, en fonction du temps. Donc là, on avait observé, en fait, un R2T qui est autour de 2,5, 2,7, qui a eu un pic autour de 3 et qui s'est effondré en dessous de 1, donc qui était à 0,8, 0,7, je crois, pendant le confinement. Donc là, ce qui est très intéressant dans ce qu'on a fait, c'est que ici, cette simulation-là, il n'y a que 2 paramètres. Le premier, c'est la probabilité d'émission-réception du virus sans geste barrière, et le deuxième, c'est avec. On a juste appliqué le premier jusqu'au 16 mars ou 17 mars, et on a appliqué le deuxième à partir de là. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'en laissant complètement la situation évoluer, au 7 mai, on retrouvait à peu près la distribution qu'on avait en termes de répartition de départements vert rouge qu'avait le gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, même sans rien recalibrer,
on arrivait à obtenir une dynamique sur le long terme qui était pas très loin de la réalité. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Ça montre qu'a priori, il y a quand même un côté assez prédictif, parce que là, typiquement, il n'y a absolument rien de recalibré du 24 au 11 mai. Il n'y a rien du tout. Donc ensuite, on a fait des tests, alors les deux tests extrêmes, le test du maintien permanent du confinement et le test de la levée totale du confinement. Alors évidemment, c'est pas réaliste, mais par contre, le truc intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir les deux bornes sup et inf de la gravité de l'épidémie. Donc si on maintient le confinement, donc ça c'est les résultats bruts de forme, donc on obtient, en gros en rouge, là c'est la moyenne. Donc là c'est le 5,95, là en noir c'est entre 0,5 et 95-100, et entre les deux c'est le 5,95 du coup. En rouge, on a la moyenne, et en vert, on avait ce qu'on avait obtenu en termes de récupération des données publiques. Alors, à noter à droite qu'il y a un delta de temps lors d'une semaine pour les décès. Alors ça, c'était un problème qui s'est présenté à pas mal d'endroits, y compris sur des SIR. Alors, il y a eu pas mal d'hypothèses là-dessus. Alors, il me semble que Montpellier a trouvé la raison. Bon, a priori, ça, c'est un point qui est à creuser. Le truc qui est important de toute façon à noter, c'est que qu'il y ait un delta de temps sur les décès n'impacte rien sur la dynamique de l'épidémie. Pourquoi ? Parce que une personne qui est décédée ne va pas impacter sur la dynamique par la suite. Et de toute façon, si elle est en réanimation, il y a peu de chances qu'elle aille s'amuser à balancer son virus partout. Donc si vous voulez, il y a vraiment... les décès sont une conséquence de la dynamique, mais il y a très peu de chances que le nombre de décès soit une cause de la dynamique. Ce qui est assez logique. Donc du coup, le fait qu'il y ait un delta en décès ici, tant qu'on arrive à retrouver la même amplitude, on arrive à estimer la gravité du truc. Par contre, le delta en temps qui est ici, effectivement, c'est une chose à creuser, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'impact en fait sur la dynamique elle-même. Le R2T en dessous qu'on voit, alors on voit que sur toutes les simulations qui ont été faites, il y a une simulation où ça s'est propagé extrêmement rapidement au début, puis après ça s'est stabilisé. Il y en a d'autres où ça a été plutôt inférieur, ça s'est stabilisé quand même. Le truc assez rigolo, et qui est bon à savoir, c'est quand même qu'on a un R2T qui est vraiment, vu que c'est un système extrêmement stochastique, on a un R2T qui est vraiment déterministe. D'où le bruit qu'il y a, d'où l'incertitude qu'on a sur le R2T au tout départ, tout simplement parce qu'il y avait tellement peu de gens contaminés finalement que le R2T n'a pas vraiment de signification. Ensuite, on a fait le test inverse, c'est-à-dire la levée totale du confinement. Alors, quand je dis levée totale, c'est au bourran, c'est-à-dire qu'en gros, le 11 mai, quand on lève le confinement, plus de gestes barrières, plus rien, tout le monde reprend ses habitudes d'avant et on regarde ce que ça donne. Donc, forcément, ça donne une deuxième vague très rapide. Donc là, on est de l'ordre de 2 mois plus tard. C'est assez logique en soi. On se retrouve avec une courbe des décès, pareil, donc toujours avec le même décalage, qui va croître et qui va recroître derrière. Et un R0 à la levée du confinement ici qu'on voit vers 75 jours en fait qui va recroître au-dessus de 1, donc vers 1,2 je crois, 1,3, qui explique l'apparition de la deuxième vague d'ailleurs. Donc là par exemple c'est une capture d'écran en fait de l'état de la densité des contaminations en France si on lève complètement le confinement et qu'on laisse les choses se faire au bourrin. Donc on va vraiment avoir le deuxième pic qui apparaît ici. Ce qui est assez logique, on a la densité de décès. Alors c'est assez intéressant, parce qu'on voit par exemple au jour 100 qu'on a une, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, mais en fait on a une majorité de contamination au sud-ouest. Alors là j'ai pas la vidéo, il faudrait que je vous la montre, mais en fait on voit vraiment au début qu'on a une vague, enfin vraiment une vague au sens géographique du terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une majorité de cas au nord-nord-ouest, comme ce qu'on a observé à la fin du confinement, et en fait à la levée du confinement, les zones les moins touchées sont finalement les plus propices à recevoir le virus, et donc en fait ça va exploser à ces endroits-là. Donc on va vraiment avoir une vague géographique qui va partir du nord-est vers le sud-sud-ouest, qui est assez bien représentée ici et qui est majoritairement due à la mobilité des gens. Donc comme on l'avait vu au départ, comme on a la totalité des bâtiments et des gens, du coup on peut même voir dans une ville en fait ce que ça donne. Donc là c'est dans une simulation dans Paris par exemple. On voit le nombre de contaminés par bâtiment. Alors c'est assez intéressant, on voit des zones où il y a moins de contaminés que d'autres. Alors ici la raison c'est qu'on est en pic d'épidémie et qu'ici c'était tellement violent qu'on a dépassé en fait la proportion, comment ça s'appelle, l'immunité collective. Et donc du coup ça redécroît dans ces zones-là alors que ça continue à croître dans celle-ci par exemple qui a été touchée un peu plus tard. Donc c'est assez intéressant, on voit même au sein des villes la manière dont ça peut évoluer. Et ensuite, le nombre de personnes décédées par bâtiment, donc forcément plus les bâtiments sont grands, plus statistiquement il y a de monde, et donc plus statistiquement il y aura de gens décédés dedans. Donc ça, ça nous permet de remonter à des finesses en fait d'une simulation, vraiment d'une épidémie virtuelle de manière assez fine.
La levée avec réduction de mobilité, c'est une simulation qui date d'il y a très très peu longtemps, qui date de la semaine dernière, et que j'ai faite pourquoi? Parce que pour le test, hein, on a considéré que les gens font quand même un peu plus attention, qui respectent les gestes barrières et qui vont quand même, enfin, ils ont quand même ils respectent moins les habitudes antérieures. Donc cette simulation-là nous montre toujours la même chose, hein, le pic jusqu'au moment du confinement, puis la décroissance pendant le confinement, et l'évolution par la suite. Et en fait, si on regarde le R2T qui est en bas ici, tout va se jouer sur est-ce que oui ou non on va être au-dessus de 1. Donc on voit que ça se joue vraiment à pas grand-chose sur le R2T qui a été simulé ici. Mais donc du coup, là, dans cette simulation-là en particulier, on voit qu'il y a une deuxième vague qui arrive quasiment 100 jours plus tard, le début de l'épidémie, donc 4 mois après à peu près. Bon, c'est un résultat. Après, bon, on verra à l'avenir si c'est tombé dedans ou pas. Le reconfinement périodique, ça c'était quelque chose qui avait été envisagé il y a pas mal de temps. L'idée c'était de reconfiner tout le monde une semaine par mois par exemple, pour voir si on arrivait à maîtriser l'épidémie comme ça. Alors il y aurait pas mal de raisons à ça, ça permettrait entre autres de casser les chaînes de transmission. Mais ça peut être très intéressant parce que ça permettrait de faire une étude de sensibilisation en temps, de reconfinement qu'il faudrait pour réussir à gérer l'épidémie, etc. etc. Enfin, voilà. C'était une étude qui me paraît assez intéressante. Donc, alors le déclenchement de du reconfinement périodique, je l'ai fait après le second pic. Alors j'aurais peut-être dû le faire avant, justement, pour voir s'il y en avait un ou pas, effectivement. Là, en l'occurrence, je l'ai fait bien plus tard, et donc du coup, on arrive à voir l'impact en fait des reconfinements périodiques sur le R0 qui reste quand même en moyenne en dessous de 1, alors lors du déconfinement, il peut repasser légèrement au-dessus. Donc ça, c'est le genre de choses assez intéressantes que permet une approche individu-centrée comme celle qu'on a. Donc en termes de conclusion et de perspective, alors, on aurait de quoi en discuter très 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 longtemps, donc j'ai essayé de tout résumer en 2 slides. Donc à noter aussi que ça je ne vais pas spécifier, étant donné qu'on a accès au type de bâtiment dans OpenStreetMap, j'ai développé un truc qui permet donc ça c'est le point 2, de remettre en mobilité uniquement les personnes de 3 à 18 ans par exemple. Donc toutes les personnes qui sont scolarisées, je peux leur faire un traitement particulier où ils vont tous dans l'école la plus proche. Il y a des interactions entre eux et ils reviennent au foyer ensuite. Après, on voit en fait ce que ça donne. Donc là, on peut par exemple comparer l'ouverture ou pas des écoles, ce que ça donne. On peut faire à peu près ce qu'on veut. L'autre point extrêmement important et très intéressant de cette approche-là, c'est que comme on a accès à tous les bâtiments, on a donc accès aussi à tous les services de réanimation. Donc, toute personne qui est dans un état critique et qui doit être hospitalisée, on peut la déplacer dans le bâtiment hospitalier le plus proche et de voir l'encombrement hospitalier en fonction du temps grâce à cette approche-là. L'autre point qui est envisagé il y a peu de temps et qui me paraît très intéressant aussi, c'est le suivi des chaînes de transmission. Parce que comme on a tous les individus, on sait qui contamine qui et où, en fait, on peut carrément regarder la chaîne totale de transmission de l'épidémie sur toute la France, sur toute la durée de l'épidémie. Donc là, à gauche, par exemple, c'est la chaîne de transmission de l'épidémie si jamais il n'y a aucun confinement. Donc s'il y a vraiment eu l'épidémie de plein fouet, par exemple s'il n'y a pas eu de confinement, typiquement on avait une chaîne de transmission qui ressemblait à ça. Donc les premières transmissions, on le voit vers Paris, vers Mulhouse, vers le nord à peu près. Donc le nombre d'intermédiaires par rapport à la souche initiale est relativement faible, et ensuite on voit que ça se déplace, ça se balade, et on a de plus en plus d'intermédiaires à mesure qu'on s'éloigne. Donc là, on a vraiment l'impact de la mobilité sur le nombre d'intermédiaires de l'épidémie. L'autre point intéressant, c'est qu'on voit également tous les événements rares. Donc là, par exemple, il y a une personne qui se trouve ici qui va traverser pour se retrouver vers Bordeaux. C'est rare, mais ça arrive. Donc c'est le genre d'événement rare, typiquement, qui est pris en compte en fait dans ce genre de situation. L'autre point intéressant que je voulais souligner avec ça, donc là on est en train de creuser les résultats, c'est de voir l'impact du confinement. Donc à jour égal, à droite, on a, si on confine plus le V du confinement, ce qu'on a, en fait les clusters vont être maintenus localement. Donc comme ils sont maintenus localement, on va avoir des transmissions, des chaînes de transmission plus importantes localement, en nombre, mais voilà, qui ne vont pas s'étendre géographiquement. Si on lève le confinement et que ces chaînes-là, que la mobilité reprend, on se retrouve avec beaucoup plus d'intermédiaires finalement, donc beaucoup plus de probabilité de mutation en fait du virus. Donc c'est le genre de choses qu'on essaye de regarder actuellement, c'est l'impact en fait des confinements et des politiques qui sont prises sur le nombre d'intermédiaires qu'il y a par rapport à la souche initiale, par exemple pour étudier le risque de mutation du virus. Donc les perspectives actuelles, ça va être
très compliqué à faire, mais on est en train d'y réfléchir, ça serait de faire une réduction de la discrétisation en temps, parce que pour l'instant, on est à une échelle de discrétisation qui est de l'ordre de la journée. Prise en compte des transports en commun, bon, également qui est très très difficile, parce que comme les gens se rendent dans des bâtiments, toute la question va être est-ce qu'on essaie de calculer le trajet des gens pour se rendre dans les bâtiments. Donc ça, j'ai commencé à le faire, c'est possible, mais c'est pas fait. L'autre à voir, ça serait l'interfaçage des mesures de confinement sélectif. C'est-à-dire qu'actuellement, les mesures de confinement, alors le code anticipe le fait qu'elles puissent être différenciées en fonction des zones géographiques. Mais pour l'instant, aucune étude a été faite faute de moyens, hein, c'est aussi bête que ça. Par exemple, pour confiner une région par rapport à une autre pour voir ce que ça donne. L'autre point, ça serait d'avoir une permis d'usage par commune ou département. Alors le RGPD, visiblement, nous a été brandi pour l'avoir par commune, donc on essaie de l'avoir par département, ce qui permettrait d'affiner un petit peu les modèles. Autre point implémenté également, ça serait la mobilité hétérogène, c'est-à-dire qu'actuellement tout le monde se déplace dans le même nombre de bâtiments selon une loi de distance qui est identique, alors une loi de distribution de distance qui est identique. Le but, ça serait d'avoir des distributions différentes. Enfin bon, après on peut faire à peu près ce qu'on veut. L'ajout de facteurs de risque, donc ça c'est tout à fait possible. Alors in fine, est-ce que ça joue sur la dynamique? Peut-être. Bon, en tout cas, c'est toujours ajustable. Et distribution des âges plus fines pour les bâtiments. Alors ça serait plus pour la réouverture des écoles, c'est-à-dire que typiquement un bâtiment qui a 4 personnes, en général, il y a quand même une distribution en âge dans les bâtiments en France, donc par foyer, qui est quand même assez bien connue, mais qui n'est pas implémentée là. Donc là, actuellement, c'est vraiment du random, qui suit une loi, mais ça reste du random. Donc on peut très bien avoir un bâtiment avec 10 habitants qui ont tous 34 ans. Bon, ça, c'est un des biais des approches par distribution. Donc je vous remercie. Après, j'ai fait le listing de tous les gens qui nous ont aidés, parce que je vous avoue qu'ils sont quand même assez nombreux. Je tiens à noter quand même un point fondamental aussi, parce que ça c'est un truc qu'on s'en a aperçu il y a peu. Ça a été possible pour la France, on a essayé pour le Canada, le Vietnam, pour pas mal d'autres pays, et il s'est avéré que OpenStreetMap nous a permis de faire ça en France parce que les données du cadastre ont été mises en public sur OpenStreetMap. Dans les autres pays, ça n'a pas été le cas, et il y a très peu de pays où on arrive à faire une simulation comme celle-là de manière efficace, tout simplement, parce que les données publiques sont pas assez nombreuses. Donc voilà, j'en ai terminé. Donc si vous avez des questions, allez-y, ce sera avec plaisir. Super, eh bien, merci beaucoup Olivier pour cet exposé passionnant. Si vous avez des questions, levez la main. Donc, je vais commencer pour lancer le débat. OpenStreetMap, c'est donc d'open access. N'importe qui peut récupérer l'information. C'est énorme, mais n'importe qui peut avoir l'information, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, ok. Et alors, le coût des frontières, j'ai pas très bien compris parce que OpenStreetMap, c'est des données brutes, donc dans lesquelles il n'y a pas la notion de ville. Et donc, tu as croisé les données GPS d'OpenStreetMap avec les données GPS des villes, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Alors OpenStreetMap contient. Alors ça, j'ai dû le faire parce que c'est. Alors, OpenStreetMap, bon, il y a des avantages et des inconvénients. Quoi que j'essaye de la résoudre. OpenStreetMap, en fait, la notion de ville, elle est bien faite, il n'y a pas de souci, mais tous les bâtiments n'ont pas leur adresse, quoi. Donc typiquement, si j'ai un bâtiment, j'ai effectivement la géolocalisation du bâtiment, mais je ne sais pas où il est. Donc je suis obligé de recroiser ces bases de données-là pour savoir exactement qui est où. Parce que ça peut aller très vite, hein. Il suffit que 10% des bâtiments il n'y ait pas leur adresse postale dessus, par exemple, 10% des bâtiments disparaissent complètement de la simulation, en fait. D'accord. Donc j'ai été obligé de faire ça pour vraiment pour tout recroiser comme il faut. Ok. Alors, la question suivante, c'était au niveau du transport. Donc, tu l'as dit après, tu n'as pas pris en compte le transport. Pourtant, le transport peut être un élément, surtout sur Paris ou dans les grandes villes, Oui. qui a été un vecteur Tout à fait. de propagation de l'épidémie. Peut-être moins en dehors du contexte, ça peut être moins pendant le confinement, mais après le confinement, je pense que c'est un élément important. Et donc, est-ce que tu as des voies, des idées pour y aller? Alors ça, pour l'instant, ça c'est une très bonne question, parce que ça fait partie des problèmes où j'ai réfléchi depuis pas mal de temps. J'ai des pistes, mais j'ai pas encore les idées vraiment claires pour savoir comment le faire. C'est vraiment pas simple. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est que si on a une notion de transport,
ça paraît très compliqué de le faire de manière quotidienne. C'est-à-dire que typiquement, il y a des histoires d'heures de pointe ou pas. Donc là, actuellement, c'est une discrétisation quotidienne. Donc si on commence à rajouter des transports, c'est-à-dire qu'on rajoute vraiment une notion d'horaire, en fait, finalement, là-dedans. Donc ça nécessiterait déjà, une optimisation en termes de vitesse de calcul proportionnelle au découpage qu'on a par jour, déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on prend en compte les transports, il faut aussi prendre en compte les gens qui prennent la voiture. Parce que tout le monde ne va pas prendre les transports en commun pour aller travailler. Et si les gens prennent la voiture et sont tout seuls dedans, il n'y a aucune chance de transmission en étant en voiture. Donc, ça rajoute pas mal de problèmes, de temps de calcul, de modèles, même d'approche en fait. C'est un problème qui a été soulevé quasiment depuis le début et honnêtement, là, tout de suite maintenant, j'ai pas de réponse sur la méthodologie à employer en fait. Je sais pas trop. C'est vraiment un problème extrêmement compliqué. Pour pas mal de raisons. Pour le moment, tu n'as pas du tout utilisé des données de mobilité venant, par exemple, des opérateurs de téléphonie. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune donnée de traçage qui est utilisée là-dedans. D'accord. Donc, il y aurait moyen pourtant de rentrer ça à l'intérieur. Donc, soit par les données de type Facebook, de mobilité, donc de gens qui ont utilisé des... Alors, il y a moyen, mais il y a 2 points. Le premier point, c'est purement personnel. C'est que je me refuse à utiliser les données des GAFAM. Ça, c'est clair. Je ne veux pas utiliser, parce que déjà, les gens ne sont pas forcément conscients des données qui sont extraites de leur activité. Donc, les utiliser, pour moi, c'est quand même pas très éthique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je veux utiliser des données comme ça, dans ces cas-là, ce qui m'intéresserait, ça serait plus la loi de distribution, par exemple pendant le confinement, que de savoir pour chaque personne. De toute façon, à partir du moment où ça, c'est une copie en fait de la population, ça sert à rien de savoir que Monsieur X est allé à tel bâtiment. Si on a tous les déplacements de tous les individus, on peut faire une simulation là-dessus. Sinon, ça reste l'utilisation de la data pour la data, sans intérêt et voire plus de problématiques que d'avantages. Donc, pour les GAFA, éventuellement, je partage. Pour les données des opérateurs, les opérateurs, a priori, peuvent te donner un lambda IJK de T, ou lambda IJK de T, c'est I étant le domicile, J le point de départ et au temps T, et K la destination au temps T plus delta T étant quoi, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Donc là, tu peux avoir des flux. Donc le nombre de personnes du domicile I qui va du point de départ J au point de départ K. Tout à fait. Après, ce qui m'intéresse, c'est la distribution en distance. Parce que ça, avoir ça, comme je disais, soit on l'a pour tout le monde, et dans ce cas-là, on peut faire quelque chose de réaliste, soit on l'a pour 5% de la population, et dans ce cas-là, les 95% qui restent, on ne sait pas quoi mettre. Donc, soit j'ai une loi de distribution issue de ça, et je peux mettre la même loi pour tout le monde. Donc ça, oui, c'est intéressant. Le lambda dont vous parlez, effectivement, c'est ça. C'est si vous avez la distance à vol d'oiseau entre le domicile et les bâtiments où les gens se rendent, cette distribution-là, oui, elle est extrêmement intéressante. Oui. Mais c'est la seule chose qui peut m'intéresser. Ouais. Et par où ils passent, et en particulier quand est-ce qu'ils prennent le métro, puisque les données de téléphonie mobile, on est capable de savoir quand est-ce que c'est une antenne à l'intérieur du métro ou dans ça, c'est effectivement des Tout à fait. Si avec, ça pourrait améliorer. Ça nécessiterait que les transports en commun soient implémentés, ce qui n'est pas le cas. Oui, donc, mais ça aiderait. Du coup. Ça serait un moyen pour aider. Je ne pense pas que ce soit le problème majeur. À mon avis, le problème va être beaucoup plus algorithmique que de données. Là, clairement, honnêtement, pour moi, le problème là, c'est les données pour fournir ça. Oui, ce genre de données, ça peut être intéressant. Et si un jour on l'a fait, pourquoi pas. Enfin, utiliser les distributions, voir les afflux, enfin les flux, les heures de pointe, etc. Ok. Mais déjà, il faudrait que je sache comment algorithmiquement l'implémenter, parce que rien que ça, je sais pas. C'est vraiment compliqué, hein, vraiment. Parce que là, on se retrouve plus avec des bâtiments de destination où les gens vont se croiser, on se retrouve avec des trajets où les gens peuvent ponctuellement se croiser. Et c'est genre au coin de la rue.
Donc ça, typiquement, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, mine de rien, par jour, l'algorithme naïf, entre guillemets, d'interaction sociale, j'en suis à un peu plus d'1 milliard d'interactions sociales par jour. Oui. Déjà, si je coupais en 24 heures, on en est à 24 milliards. Enfin, ça devient vite très, 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 très lourd, quoi. Et si en plus je mets le déplacement, le trajet et la possibilité qu'on croise quelqu'un dans la rue, alors là, le temps calcul, je n'ose même pas imaginer. D'accord. Donc là, pour l'instant, Ton pas de temps, c'est la journée, c'est ça? ouais. D'accord. Alors, tu dis que c'est un modèle SIR. Pour moi, il y a beaucoup plus que ça. Il y a quand même plus de compartiments que ça. Puisque tu avais des asymptomatiques, c'est un Oui. SER. Ouais, enfin, ouais, alors je l'ai mal dit, c'est un modèle compartimenté. Voilà. Après que ce soit SIR ou SIR, oui. Après, quand je dis asymptomatique, c'est les gens non critiques, hein. Enfin, c'est les gens en gros qui rentrent pas à l'hôpital. Donc il y a les asymptomatiques dedans, mais il n'y a pas que. C'est ça, d'accord. Alors, il y a un moment où tu as dit c'est marrant sur Paris, donc là on voit que la partie est un petit peu plus claire parce que la partie immunité collective était plus importante à cet endroit-là que dans un autre. D'où ça vient ça? Parce que pour le moment, tu as fait une répartition homogène avec, par rapport à la surface, tu as réparti la population. Tu n'as pas eu des comportements sociaux différents d'un arrondissement à l'autre, de la banlieue par rapport à Paris? T'as pas mis ça? Non, mais il y a eu un. Non, mais en fait, dans cette. Non, alors, alors ça, c'est justement, c'était assez intéressant aussi, cette simulation-là. En fait, initialement, les 5 malades en question se trouvaient. Alors, j'ai dit Paris, je crois qu'ils se trouvaient vers Montrouge ou Malakoff, enfin, dans ces eaux-là. Et en fait, ça s'est développé dans le sud très vite. Et donc, quand il y a eu le pic, enfin, le premier pic, en fait, il faut voir ça comme une multitude de pics, mais celui qui arrivait dans le sud a été le premier. Donc en fait, il y a eu vraiment l'atteinte. Comme il n'y avait pas de confinement, il n'y avait rien. En fait, on a atteint vraiment le pic épidémique dans le sud de Paris avant. Ça se joue à quelques jours près, hein, avant le reste. Et une fois que ce pic est passé, bah, en fait, bah, ça décroît naturellement. Donc du coup, en fait, on avait une décroissance de l'épidémie là où les arrondissements avaient été le plus touchés au départ. Et après, bah, du coup, les autres arrondissements qui eux étaient soit sur le pic, soit juste avant le haut du pic, bah, ils étaient encore en pleine explosion. D'accord. Donc là, ce qu'on voyait, c'était vraiment la zone la plus touchée avant. C'est pour ça que la vidéo, ça aurait été pas mal, parce qu'en fait, on l'aurait vraiment vu. C'est vraiment parti de cet endroit-là. Ça a explosé à cet endroit-là. C'est parti ailleurs. Et cet endroit-là, après, est retombé. Ok. Tu as pu mesurer, tu as une information sur du coup, la prévalence, sur le pourcentage de personnes qui ont eu la maladie zone par zone? Ouais, alors là pour l'instant, les derniers résultats que j'ai, c'était en date du 24 juin, je crois, un truc comme ça. Pour Paris, on était de l'ordre de. Enfin, les résultats, hein, j'entends bien. Oui. Les résultats, ils étaient de l'ordre de 10-15% en fait pour Paris. Pour Marseille, ils étaient autour de 5 dans ces zones. Ok. Donc après, bah, de toute façon, après, il faut quand même noter un point important, c'est que comme l'immunité collective dépend du R2T, donc des gestes barrières, typiquement, l'immunité collective, elle est plus à 60% si c'est respecté. Oui, c'est ça. Donc, mais ça, c'est pareil, sur les simulations, on le voit, c'est ça qui est pas mal aussi, quoi. Comme tu peux lancer des après confinement. Alors, ah oui. Donc, d'abord, fin du confinement, tu fais rien. Tu vois le R qui augmente à 2. 2, ça semble petit par rapport à 1. Non. Avant le confinement, il était à 2,7 et après le confinement, il est à 1,2, ouais, à peu près. Même si tu fais sans plus rien faire, après le déconfinement, si tu ne fais rien, pas de mesure de distanciation, quoi que ce soit. Si, c'est avec les mesures de distanciation sociale. Non, mais sans. Ah, 100. Oui. Ah bah 100, ça va monter au-dessus. Ça va monter au-dessus. Alors ça ne monterait peut-être pas aussi haut qu'avant. Ah oui, c'est ça que je trouve un peu étonnant, bizarre, non? Bah, pas forcément, parce qu'en fait, si vous voulez, le confinement, alors, le truc qui est assez rigolo, c'est que le confinement, le virus est resté localement, il s'est homogénéisé localement, et en fait, il a accru l'immunité collective localement.
Si vous voulez, la notion de géographie là-dedans, elle est très rigolote. Enfin, rigolote. Parce qu'en fait, l'immunité collective, elle est extrêmement hétérogène. Donc, les endroits qui ont été extrêmement touchés et pendant le confinement, qui ont continué à faire circuler le virus, bah, ça a monté en pourcentage. Donc, lors de la levée, les endroits où il n'y avait vraiment rien, bah, ils ont le champ libre. Par contre, les endroits où même il y a eu le confinement et du coup, les gens, il y a eu une immunité qui a augmenté, bah, finalement, il n'y a plus besoin de grand-chose avec les gestes barrières pour l'atteindre, cette immunité-là. Donc Oui, après, c'est vraiment avec la les gestes notion de barrières. géographie. Oui, 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 avec les gestes barrières, mais sans les gestes Oui. barrières, hein, moi Ah je bah, mettrais attention. 100, si on fait l'intégrale sur tout le temps de tout, on va arriver aux 60%. D'accord. Mais en fait, c'est pour ça, là, la notion de géographie telle qu'elle est dans ce code-là, elle amène un élément très important parce que justement, le R2T, c'est une moyenne géographique, quoi, finalement. Oui, Si on la regarde de manière vraiment géographiquement spécifique, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont soulevées en fait avec ce R2T-là. Et justement, on y réfléchit pas mal. C'est que par exemple, est-ce qu'un endroit où le R2T, pour une raison X ou Y, serait à 0,8, collé à un endroit où le R2T serait à 2, est-ce que la proportion à la fin va être l'immunité collective locale ou pas? C'est le genre de questions qu'on se pose. Et ça, il y a plein de questions comme ça qui se soulèvent justement avec ce truc-là. Là, alors, il y a clairement des questions, je n'ai pas les réponses, hein, je vous le dis. oui. Voilà, le second pic, est-ce qu'on va. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que on peut. Alors, il y a même une simu pour vous dire où j'ai vu un aller-retour du pic. C'est-à-dire qu'en fait, avec le confinement, c'est resté localement. Et je ne sais pas pourquoi le R2T localement était resté à 100 en dessous de 1. Les endroits où il y a eu très peu de contamination, bah, du coup, il y a eu un cas, bah, ça a flambé parce que le R2T est forcément d'autant plus grand que les gens ne sont pas immunisés. Et en fait, du coup, ça a explosé à cet endroit-là. Et du coup, il y a d'autres malades qui sont repartis de là, qui ont regendré un troisième pic. Donc, il y a un tas de dynamiques super intéressantes en fait qui peuvent être tirées de ça. Ouais. Là, le coup du R2T, bah, on commence même à se poser la question. Dans mon cas, là, sur ce code-là, si on peut même avoir des R2T supérieurs à 1 sans second pic. Ce qui n'est pas exclu. Donc c'est voilà, ça c'est assez c'est très intéressant, je trouve. Oui, d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant. Ça, Ouais. ça donne des frayeurs, mais ça peut être effectivement très. Okay. Ça j'y peux rien. Donc, dans les modèles compartimentaux type Colizza, il y a la notion de matrice de contact. Ouais. Il n'y a pas ça dans ce modèle-là. Alors, la notion existe, je l'ai pas mise. Alors, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les interactions, les interactions là, elles sont vraiment aléatoires. C'est-à-dire que quand on se rend dans un bâtiment, je tire aléatoirement des gens, donc c'est pas exclusif, contrairement à une matrice déjà. C'est-à-dire qu'on peut croiser plusieurs fois la même personne. Donc effectivement, quand on tombe dans le cas extrême où on va dans un bâtiment où il y a 20 000 personnes, eh ben on choisit des gens au pif et ça sera jamais les mêmes. Donc effectivement, il n'y a pas ça. On s'est posé la question si ça valait le coup que je l'implémente. Priori, ce qui guide le plus la dynamique, c'était pas vraiment ça. Donc, enfin, ça contribue, mais je veux dire, entre mon approche et l'approche matricielle, finalement, l'écart entre les deux est pas très significatif. Donc, du coup, une approche purement aléatoire et non exclusive, en fait, suffisait, grosso modo, pour avoir les mêmes choses, quoi. Là, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, la dynamique de l'épidémie, là, dans toutes les simulations qu'on a, c'est qu'elle est très majoritairement due, donc forcément au geste barrière et aussi à la mobilité. En fait, c'est vraiment les deux points fondamentaux qui jouent énormément, et pas tant aux interactions intra-bâtiments. C'est assez étonnant, mais ça se noie vite. En fait, la probabilité d'interaction dans le même bâtiment, si vous voulez, enfin, in fine, sur le temps d'une contamination complète, fait que l'interaction elle-même au sein d'un bâtiment, elle va pas jouer tant que ça en fait sur la dynamique globale, quoi. Il y a une question importante aussi, enfin bon, il y en a plein de questions. Non mais non mais honnêtement, j'ai dit, on pouvait en parler des heures. Donc la question qui se pose, c'est la saisonnalité, d'accord? Donc on entend plein de trucs sur la saisonnalité, l'effet de la température, voilà. Donc tu vois des moyens de tester ça? Bon, pour moi, la saisonnalité. Ça, par contre, c'est très simple. Hmm. Ça, du coup, c'est extrêmement simple parce que il suffit de regarder les paramètres sur lesquels ça va jouer. Est-ce que ça va jouer sur le. Enfin, on peut rajouter. Alors,
hors vacances. J'entends bien, parce que les vacances, c'est vraiment un cas particulier de mobilité qui n'est pas prise en compte. Mais hors vacances, la saisonnalité, ça peut jouer par exemple sur la probabilité de transmission, sur la gravité, ça peut jouer sur plein de choses. Mais rien ne nous empêche en fait de mettre ces paramètres-là en fonction du temps, ou en fonction des saisons, en fonction de ce que vous voulez. De toute façon, localement, là, comme le modèle épidémio, il est vraiment complètement découplé du reste, on fait ce qu'on veut avec. Si on dit qu'au mois de mars, le virus était plus virulent qu'au mois de juillet parce qu'il est mis entre deux et que voilà, rien ne nous empêche de le faire en fait. Et même mieux que ça, on peut même rajouter des mutations de virus en fait. C'est-à-dire que là, vu qu'en plus on a les chaînes de transmission, à chaque intermédiaire, on peut rajouter une probabilité de mutation. On peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est tout l'intérêt du truc. Là, alors à part les transports en commun qui sont effectivement un des cas limites en fait de ce genre de modèle, en termes de performance, parce que finalement c'est ça qui joue. Sur l'épidémie elle-même, même sur la manière dont ça évolue chez les gens, on peut tout mettre en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de fumeur, non-fumeur, enfin, on peut tout faire. Là, chaque agent est de toute façon unique et à partir de là, on peut très bien lui mettre des paramètres. Tant qu'on arrive à découpler les paramètres, il n'y a pas de souci là-dessus. Et justement, comme on peut mettre plein des agents différents avec des lois différentes, est-ce que tu as mis des super spreaders, les fameux super spreaders dont on entend parler Des gens qui auraient contaminé plein d'autres? Ouais. In fine, statistiquement, ça arrive. Voilà, il y a des gens qui se rendent souvent dans des énormes bâtiments où ils vont croiser plein d'autres gens, et puis statistiquement, il y a des gens qui vont juste dans la maison d'à côté où il y a 2 personnes et qui vont en contaminer beaucoup moins. Ça fait partie des grands nombres, c'est-à-dire que sur les 70 millions d'agents, là dans les simulations, il y en a forcément quelques-uns qui se rendent dans des bâtiments qui sont noirs de monde et qui du coup vont interagir avec plein de gens. Et voilà, après, il y a beaucoup de stochastique là-dedans aussi. Oui. Non, mais parce que les super spreaders, tu as soit effectivement un effet aléatoire qui fait que dans la loi des grands nombres, il y a des éléments qui sont en dehors de la moyenne et du coup qui peuvent être qualifiés de super spreaders. Il y a aussi éventuellement une qualité, une qualification de la personne qui fait qu'il va éjecter plus, il va avoir un comportement éventuellement où il va se rapprocher plus des gens, il va leur parler beaucoup plus proche. Ça, tu l'as pas mis. Alors ça, c'est pris en compte par exemple parce que comme les gestes barrières, chaque personne peut les faire, je peux très bien mettre des gens qui ne le font pas. Oui. Alors après, on peut même mettre un potard en disant ils le font plus ou moins. Ou voilà. Après, ça c'est pareil, on peut très très bien le mettre de manière individuelle pour chaque personne. Mais je comprends de ta réponse pour le moment, c'est que tu n'as pas mis ce genre de truc et que tu vois quand même des super spreaders. Alors, pour répondre à la question de si j'en vois, il faudrait que je tire la PDF du R2T, et ça je l'ai pas fait. Voir si effectivement il n'y a pas des gens qui tout à coup ont contaminé 50. Voilà. Parce que là, le R2T que j'ai montré là, sur les simulations, c'est le R2T moyen. Ouais. Ce qu'il me faudrait, c'est le R2T individuel pour voir effectivement le nombre max qu'une personne va contaminer. Et ça, je ne l'ai pas fait, effectivement. Ça peut être intéressant d'ailleurs, oui. Voir jusqu'à combien ça peut monter. Donc, est-ce que je l'ai vu? Non. Est-ce que c'est implicitement pris en compte par le modèle? Oui. Le fait que les gens aient plus de facilité ou pas, pour l'instant, c'est binaire ce que j'ai fait. C'est-à-dire c'est geste barrière ou pas geste barrière. S'il n'y a pas de geste barrière, la probabilité de transmission est plus grande. Point. Maintenant, si on veut mettre une probabilité de transmission à 100%, parce que quelqu'un s'amuse à éternuer la gueule des gens, on peut s'amuser à le faire, oui. Oui. Mais ça, c'est pas très dur à implémenter. Mais après, il faut faire attention parce qu'on peut rajouter plein de trucs. Oui. Toute la question, c'est de la calibration après. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que je comprenais d'intéressant, mais à moitié de ce que tu disais, c'est que sans rien mettre, la loi des grands nombres fait qu'il y a des éléments qui sortent de la moyenne et qu'on pourrait qualifier de super spreaders. D'accord? Donc, il peut y avoir des super spreaders sans qu'il y ait un comportement différent. La loi des grands nombres, de toute façon, oui. Oui, une personne qui côtoie énormément de personnes et qui prend pas trop de précautions va forcément va contaminer plus de personnes qu'une personne qui reste chez elle qui sort le moins possible. C'est assez logique. Après, il y a une notion effectivement de comportement. Donc là, les gestes barrières on ou off, implicitement, c'est un comportement que j'ai rajouté, mais Là, de toute façon, la notion de nombre de personnes avec qui une personne va rentrer en interaction, là, dans le modèle actuel, ne dépend que, en gros, directement de la surface du bâtiment dans lequel il se rend. Finalement, c'est ça. C'est-à-dire que plus le bâtiment est grand, plus il va brasser de monde et plus on va croiser de gens différents par jour.
Et donc, plus il y a de probabilité en fait, qu'on contamine un grand nombre de gens. Est-ce que... Alors, on peut rajouter d'autres trucs, donc on va retomber sur la problématique de la calibration à un moment. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que je considère, et a priori, ça n'a pas l'air d'être trop dégueulasse, c'est que cette approche-là permet... Alors, je ne sais pas comment dire, mais... Là, en gros, l'approche que j'ai, elle est assez simpliste, entre guillemets, dans le sens où vraiment, voilà, c'est par bâtiment, il y a des interactions, etc. Si jamais... là, je vais essayer d'exprimer autrement. Le pire, c'est que j'avais correctement exprimé il y a 2 semaines. Le fait d'avoir une seule type d'interaction sociale qui est par bâtiment comme ça actuellement peut prendre en compte justement, par exemple, les transports en commun, etc. C'est-à-dire que, ok, je ne le prends pas en compte, mais par contre, dans la régression que je fais dans les probabilités de contamination et dans le nombre de gens qu'on va croiser tous les jours, en fait, ça prend en compte ça implicitement. Les résultats sont calibrés pour. Donc, si on ne les croise pas dans le bus, mais qu'on les croise au resto d'à côté, finalement, pour moi, je préfère que ce soit dans le resto d'à côté, mais in fine, ça revient au même. L'autre problématique, c'est que si jamais on commence à rajouter des éléments comme ça, et j'ai plus l'exemple en tête et ça m'énerve parce qu'on en avait un qui était flagrant, c'est-à-dire que si jamais on rajoutait un élément comme ça, en fait, on perdait carrément des trucs qu'on n'avait pas prévus, qui n'avaient même pas été envisagés finalement, qui ont un impact sur l'épidémie parce qu'on le voit sur les mesures, mais en fait qui disparaît parce qu'on a considéré que, par exemple, les bâtiments, c'est pas les transports en commun, mais donc du coup, il y a peut-être des endroits de transmission qui sont ni l'un ni l'autre, et du coup, qui ont peut-être une importance quand même, et en fait, on va carrément les virer complètement du modèle si on distingue trop. Donc là, pour l'instant, c'était un peu stratégique aussi de vouloir essayer de restreindre ça au bâtiment, parce que justement, comme ça, même si on sait que les valeurs obtenues peuvent être un peu différentes de la réalité, on sait que les valeurs qu'on a obtenues, par contre, sont capables de régénérer une dynamique globale qui est à peu près bonne. Si on commence à rajouter des gens qui volontairement sont des super spreaders, il y aura peut-être des gens où c'est exactement l'inverse qu'on n'aura pas pris en compte, et du coup qui vont peut-être étouffer localement l'épidémie alors qu'on ne l'avait pas anticipé. Donc c'est pour ça qu'il si on rentre trop dans le détail, on risque même en fait de sortir... ça, vous connaissez ça typiquement quand on fait de la régression, c'est quand on fait de la régression, il y a des moments, si on arrive à être trop fin, à la fin, en fait, on s'écarte de la prédiction, quoi. Et c'est ce qui risque de se passer si on met trop de paramètres là-dedans, en fait. Donc là, pour le moment, on en reste là et ça marche bien. Effectivement, les transports en commun, c'est une grande question. On réfléchit pas mal pour savoir ce qu'on pourrait louper si on fait ça. Parce que finalement, c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on loupe, c'est pas qu'est-ce qu'on gagne. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose encore. Mais bon, ça se réfléchit parce que même d'expérience, honnêtement, quand on file vraiment trop, au bout d'un moment, les prédictions, ça finit par partir complètement à côté. Oui, bien sûr. Très bien. Bon, tout ça, c'est passionnant. Il y a encore une flopée de questions et je me permettrai de revenir vers toi pour en poser. Et il n'y a pas de souci. Gens personne d'autre parmi les 2 autres personnes qui sont là. Comment? Donc, Shane et Karine Laurent n'ont pas de questions. On ne sait jamais qui t'es là. Tant qu'ils profitent. Non, désolé. Merci beaucoup. Bon, de rien. Parfait. Merci à tous. Et donc, c'est le dernier exposé de la saison 1. Et donc, on est tous en attente de la saison 2 qui va commencer vers le 15 septembre. Merci Olivier. Bonnes vacances à tous et à bientôt.